Salut à tous et bienvenue dans cette émission qui m'a été inspirée par la newsletter de Dam Rasmussen, qui est un gérant de portefeuille pour la société Verdad Capital. Et sa newsletter m'a intéressé parce qu'elle parlait de lien entre part de marché et profitabilité. Profitabilité, ce sont les marges des entreprises. Et ça m'a tout de suite intéressé parce que ce sont deux critères importants pour moi. Alors, la part de marché, ce n'est pas un critère classique en bourse, mais c'est quelque chose qui est important puisque même dans ma thèse d'investissement, vous savez, la thèse d'investissement, c'est quand vous mettez quelques lignes pour dire, pour expliquer la manière dont vous investissez, quels sont vos thèmes d'investissement. Et dans ma thèse d'investissement, je marque clairement que je cherche des leaders sur leur marché, que ce soit des gros secteurs ou bien des niches. Donc ça, c'est un premier point. Et les marges elles-mêmes, donc la profitabilité, c'est aussi un de mes critères clés. Parmi mes 6 critères clés, on va trouver donc la marge d'exploitation et marge nette de l'entreprise. Et quand je regarde les actions de mon portefeuille, c'est vrai que la plupart de ces entreprises vont être numéro 1 sur leur marché ou sur leur niche, certaines fois numéro 2, voire numéro 3, mais pas mal de numéro 2, surtout quand ce sont des duopoles ou bien des oligopoles du type Visa, Mastercard. Je vais avoir les deux sociétés, du type Alphabet, Meta, pareil, je vais avoir les deux sociétés dans la pub en ligne, mais rarement plus. C'est vrai que je vais rarement chercher les numéros 3, 4, etc. Donc pour moi, la part de marché, c'est vraiment un critère important. Un petit point de définition peut-être à la part de marché, même si c'est assez instinctif, c'est tout simplement la part que représente le chiffre d'affaires d'une entreprise par rapport au chiffre d'affaires total du marché. Pour prendre un exemple, en France, dans la distribution, Leclerc a 24% de part de marché. Ensuite, on a Carrefour avec 20% de part de marché. Les Mousquetaires, 16%, Système U, 12%, etc. Et Dan Rasmussen a cherché s'il y avait une corrélation entre la part de marché d'une entreprise et sa marge d'exploitation. Et ça m'intéresse particulièrement, comme je vous le disais, parce que la marge d'exploitation, c'est un critère très important pour moi, c'est l'un de mes critères clés. Sans regarder l'étude, et c'est ça qui est intéressant, sans regarder l'étude, si on m'avait dit quel est le lien entre part de marché et marge d'exploitation, j'aurais imaginé que plus la part de marché est grande, plus la marge est élevée. Pourquoi ? Parce que je me dis, si une entreprise est première sur son marché, si elle est leader, c'est souvent qu'elle a un avantage compétitif. Donc ça peut être des actifs intangibles, par exemple, comme une marque, Starbucks, Coca, Lululemon, etc., tout ce que vous voulez. Ça peut être des brevets, comme des entreprises Novo Nordisk, Eli Lilly, c'est beaucoup dans la pharma, mais pas seulement. Ça peut être une licence aussi, comme la FDJ, qui a le monopole donc sur les jeux, enfin un quasi-monopole, en tout cas sur les jeux à gratter en France, etc. Autre avantage compétitif important, ça peut être des coûts de transfert. Par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous utilisez un fournisseur pour le cloud, changer de cloud, ça va être un cauchemar. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un coût de transfert. Changer de banque, c'est très compliqué aussi. Je ne sais pas si vous utilisez Salesforce pour votre relation client. Pareil, changer de fournisseur de logiciel CRM, ça va être très compliqué, etc. Certaines entreprises ont un avantage compétitif parce qu'elles ont un avantage sur les coûts, comme Costco. Ça peut être un avantage sur le réseau de distribution, comme Coca-Cola. Bon bref, peu importe. Bien sûr, l'effet réseau, j'en ai pas parlé, mais Meta, Alphabet, Visa, eBay, Uber, etc. Effet réseau extrêmement important. C'est très compliqué de reconstruire un réseau social de zéro, très compliqué de reconstruire un réseau comme celui de Visa, etc., etc. Donc, je serais parti du principe que les leaders ont souvent un avantage compétitif, que s'ils ont un avantage compétitif, alors ils peuvent appliquer les prix qu'ils veulent, donc des prix un peu plus élevés que leurs concurrents, et donc qu'ils auraient des marges un peu plus élevées que leurs concurrents. Alors attention, il n'y a pas des avantages compétitifs dans tous les secteurs, dans tous les marchés. Et je me dis, même dans le cas où le premier, le leader, n'a pas réellement d'avantage compétitif, là instinctivement je penserai à Toyota par exemple, qui est le premier fabricant de voitures dans le monde, qui pour moi n'a pas un avantage compétitif clair, rien que le fait d'être le plus gros vendeur, ça va donner malgré tout un avantage parce qu'ils vont profiter d'effets d'échelle. Et je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que si vous produisez une même voiture à 100 exemplaires ou à 100 000 exemplaires, vous allez avoir un coût unitaire qui n'est absolument pas le même. Et encore plus fort, comme on vit dans un monde extrêmement digital, vous avez même beaucoup de secteurs dans lesquels un client additionnel ne vous coûte rien, un abonnement supplémentaire à Netflix ou bien un client supplémentaire à Amazon, ça ne demande pas d'ouvrir une nouvelle boutique physique par exemple. C'est pas du tout comme dans l'ancien monde où si on avait une boutique à Paris et qu'on voulait toucher les gens à Rennes, il fallait ouvrir une nouvelle boutique à Rennes, on n'est pas là-dedans. Donc effectivement, dans ce nouveau monde digital, on a des coûts variables qui sont souvent extrêmement faibles. Donc un nouveau client pour, je le répète, Visa, Netflix, Amazon, Uber, etc., ça coûte quasiment rien. Donc cette prime à être le premier, elle devrait se voir normalement dans les marges, puisque le premier a déjà amorti tous ses coûts et il a des coûts variables quasi zéro. Donc voilà, ma théorie, sans voir l'étude, ça aurait été le leader a globalement des plus grosses marges que les autres, ou
Voilà, corrélation entre part de marché et profitabilité. Et c'est pourtant pas du tout ce qu'a montré l'étude. L'étude a montré qu'il n'y a globalement pas de corrélation entre part de marché et marge, qu'on peut avoir des parts de marché faibles et faire de grosses marges, et inversement. Et si je prends l'exemple d'Uber, qui est leader sur son marché, qui a une énorme part de marché, mais ils ont des marges minuscules. Je pense que vous savez, ils sont rentables, ils viennent juste d'être rentables après 14 ans. Donc voilà, l'étude nous montre pas de corrélation. Plus que ça, l'étude a même été faite sur des sous-secteurs, enfin sur des secteurs, et nous montre que parfois la corrélation peut être négative. Ils ont pris l'exemple de la catégorie Broadline Retail, qui est de la distribution généraliste, et ils vont dire par exemple que Amazon a une plus grande part de marché qu'eBay, par exemple, ou Macy's, et a pourtant de moins bonnes marges. L'idée étant que les consommateurs vont choisir les meilleurs prix, et donc les entreprises à plus faible marge qui deviennent les leaders. Ça, c'est la manière dont explique l'étude, c'est assez marrant parce que moi je vois ça dans l'autre sens, c'est-à-dire je me dis c'est plutôt Amazon qui a lancé une guerre des prix depuis des années pour tuer ses concurrents et qui donc est devenu leader grâce à ça. Mais bon, ça revient au même. Ensuite, l'étude continue en comparant la part de marché avec d'autres ratios du type ROA, ROE, donc le retour sur actif, retour sur le rendement sur capitaux propres, etc. Mais avec la même conclusion, il n'y a pas de corrélation. Alors est-ce que pour autant je devrais abandonner le fait de chercher des leaders, de chercher des entreprises qui ont des grosses parts de marché, etc. Pas du tout. Parce que je trouve que ce qui manque dans cette étude, c'est la stratégie de l'entreprise. Et stratégie qui dépend notamment beaucoup de sa maturité, de où elle en est dans son cycle de vie. On ne peut pas comparer des entreprises très matures comme des Visa, des Microsoft, et puis des entreprises qui sont sur des marchés beaucoup moins matures comme Uber ou Amazon. Alors je sais que vous allez me dire, oui, Amazon et Microsoft, ils ont une énorme partie commune sur le cloud. Mais si je parle de Amazon sur le commerce en ligne et Microsoft sur les logiciels, évidemment, on est sur des niveaux de maturité qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est marrant parce que finalement, lire ce type d'études, ça me conforte dans l'idée que interpréter des chiffres financiers, c'est important, c'est même la base, bien sûr, bilan, compte de résultats, tableau de flux de trésorerie, etc. C'est très important de connaître ces chiffres. Mais c'est finalement le plus facile, le plus rapide et le deuxième niveau, ce qui prend beaucoup plus de temps, ce qui est beaucoup plus complexe, ce qui demande beaucoup plus d'interprétation, c'est comprendre la stratégie de l'entreprise, comprendre son environnement concurrentiel et faire un lien entre cette stratégie et puis les chiffres justement. On ne peut pas juste faire un calcul de corrélation et de dire Amazon, eBay, Macy's, etc., voilà leur corrélation négative, etc. On ne peut pas du tout faire ça. Alors attention, les chiffres financiers, ça reste vraiment la base. Ça reste la base. Pourquoi ? Parce qu'ils ne mentent pas. C'est-à-dire qu'un taux d'endettement, c'est un taux d'endettement. On peut m'expliquer que c'est normal parce que derrière, ils ont beaucoup d'actifs, etc. Peut-être, mais n'empêche que si la dette représente 5 années d'EBITDA, par exemple, ça reste 5 années d'EBITDA, même si derrière, il y a des actifs qui peuvent l'expliquer. Même chose pour les marges, même chose pour la croissance, etc. Une croissance, c'est une croissance, une décroissance, c'est une décroissance. Mais une fois qu'on a fait cette base-là, c'est important d'utiliser la stratégie pour comprendre ces chiffres. Je vous donne un exemple tout bête. Amazon et Renault, en 2023, ont eu à peu près la même marge nette, on va dire 4-5%. Mais vous vous doutez bien que ça, c'est valide pour quelqu'un qui ne sait absolument pas ce que fait Amazon et qui ne sait absolument pas ce que fait Renault. Parce que vous vous doutez bien que cette marge chez Renault, elle est subie. Renault a une marge de 4-5% ou avait une marge de 4-5% en 2023 parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que s'ils montent leur prix, ils vendent beaucoup moins de voitures et donc ils vont avoir beaucoup moins de croissance. Alors que de l'autre côté, on va avoir Amazon qui a une marge de 5% qui est totalement volontaire et qui, comme je vous le disais, permet de tuer les concurrents sur le e-commerce. Tout ça parce qu'Amazon est financé par sa filiale, par sa division cloud qui, elle, est une énorme vache à lait. Donc on le voit, les chiffres financiers, c'est bien, mais ça demande de passer au niveau supérieur qui est la stratégie, niveau qui prend beaucoup plus de temps, qui est beaucoup plus complexe, mais qui est aussi beaucoup plus satisfaisant. C'est quand même beaucoup plus intéressant de comprendre la stratégie marketing, de L'Oréal, par exemple, stratégie marketing, mais pas seulement marketing, la stratégie globale de L'Oréal, plutôt que juste étudier les chiffres de L'Oréal. Je ne sais pas si vous avez la même vision que moi, de se dire, les chiffres financiers, c'est bien, mais finalement, c'est un peu le plus simple et que derrière, comprendre la stratégie, c'est un peu le plus compliqué et le plus long. D'ailleurs, j'espère faire un peu plus de vidéos de stratégie sur certaines boîtes ces prochaines semaines, mais ça prend beaucoup de temps. Comme je vous le disais, c'est beaucoup plus compliqué que juste analyser quelques chiffres financiers. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, si c'est quelque chose que vous regardez, mettez-moi ça en commentaire. Je vous remercie comme quasiment à chaque fois pour votre fidélité, c'est vraiment super important pour moi. Et puis je vous dis à bientôt.